Arthur Schopenhauer n'est pas né pessimiste. Il n'est pas venu au monde en croyant que la vie est une farce cruelle, que la morale est le jeu des puissants, ou que l'existence humaine est un champ de bataille où seuls les impitoyables gagnent. Il l'a appris par l'expérience, la déception et l'observation. Sa trajectoire a commencé comme celle de tant d'autres, pleine d'ambition, de curiosité et d'une foi absolue en la raison. Mais au moment où il a écrit son chef-d'œuvre, Le monde comme volonté et représentation, il était déjà devenu un philosophe de l'ombre, quelqu'un qui révélait la vérité brutale et mécanique de l'existence. Sa conclusion était claire. La vie est injuste, le pouvoir n'est pas vertueux, et ceux qui triomphent sont rarement les meilleurs d'entre nous. La philosophie de Schopenhauer n'est pas née de l'isolement académique. Il est né de la douleur et d'une vision du monde sans illusion. Son destin semblait grand. Johanna Schopenhauer, sa mère, était une écrivaine établie, et son père, un marchand prospère, rêvait qu'il reprenne l'entreprise familiale. Mais très tôt, Schopenhauer s'est rendu compte que le monde ne récompense pas l'intelligence ou la justice, mais plutôt la ruse, l'influence et la force brute. Son père, qu'il admirait, voyait la vie nue, non pas par idéalisme, mais par une réalité implacable. Le monde n'est pas rationnel et les hommes ne sont pas guidés par la raison, a-t-il écrit. La mort du père était entourée de mystères, d'un possible accident. Sa mère, une auteure célèbre et socialement influente, rejetait son tempérament critique et sombre. Au fil du temps, la relation est devenue irréconciliable, conduisant à une rupture définitive. Lorsqu'il a publié son chef-d'œuvre, il s'attendait à la gloire, à la reconnaissance et à une place dans l'histoire. Au lieu de cela, il a reçu de l'indifférence. Son livre est sorti en même temps que ceux de Hegel, un homme qu'il méprisait et qui dominait le monde universitaire. Schopenhauer détestait Hegel, non seulement pour ses idées, mais parce qu'il le voyait comme le portrait parfait de la fraude que le monde s'obstine à récompenser par l'arrogance et le mépris. Il défie ouvertement Hegel, allant jusqu'à programmer ses cours en même temps, certain que sa pensée triompherait. Mais la réalité était différente. Alors que Hegel attirait les foules, la chambre de Schopenhauer restait vide. Ce n'est pas la profondeur de ses idées qui a assuré l'hégémonie de Hegel, mais sa capacité à manœuvrer le jeu du pouvoir et à consolider son influence. Schopenhauer, en revanche, a été relégué dans l'obscurité et son travail est resté ignoré pendant des années. Cette marginalisation a non seulement nui à sa carrière, mais a également changé sa vision philosophique. Sa plus grande récompense intellectuelle est venue de l'étude approfondie des traditions orientales, en particulier le bouddhisme et l'hindouisme, dont les concepts ont profondément influencé sa philosophie. Schopenhauer s'est rendu compte que l'essence humaine n'est pas rationnelle, mais instinctive. Nous ne sommes pas des moralistes en quête de justice, mais des êtres mus par des impulsions aveugles et irrationnelles, ce qu'il appelait la volonté de vivre. Cette force n'est ni compatissante ni généreuse, mais une énergie vorace et implacable visant à la survie et à la domination. L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut, écrit-il, révélant l'illusion du libre arbitre. Il n'est pas le résultat d'une décision consciente, mais d'impulsions et de conditionnements enracinés au-delà du contrôle de l'individu. Dans le jeu du pouvoir, ce ne sont pas les plus justes qui gagnent, mais ceux qui ne portent pas le poids de la conscience. Les bons hésitent, l'acte impitoyable. Les bons se questionnent. Les impitoyables imposent leur volonté. Les bons cherchent la justice. Les impitoyables créent les règles pour s'assurer qu'ils gagnent toujours. La volonté de vivre ignore la moralité et méprise la compassion. Ils favorisent ceux qui dominent, manipulent et prennent le pouvoir. Mais pourquoi ce cycle continue-t-il à se répéter?
Parce que la volonté de vivre n'est pas seulement aveugle, elle est aussi ruse. Il n'agit pas seulement comme une force brute, mais porte des déguisements, camouflant le pouvoir de la vertu, l'avidité de la coopération et l'oppression de la nécessité. Leur plus grand tour est de persuader même les plus impitoyables qu'ils sont justes, que leur domination est légitime, et que leur succès provient du mérite et non de la manipulation. C'est pourquoi les tyrans les plus rusés, les magnates du monde des affaires et les despotes politiques ne se considèrent pas comme des méchants, comme inévitables. Mais cette illusion n'est pas le privilège des puissants. Elle est en chacun de nous. Schopenhauer considérait la plupart des actions humaines, non pas comme le résultat de la raison, mais comme des impulsions biologiques enracinées. Le désir de conquérir, de dominer et d'accumuler ne sont pas des choix logiques, mais des instincts primitifs, déguisés en ambition, en triomphe et en pouvoir. La volonté de vivre se cache derrière les idéologies avec lesquelles nous croyons que nos victoires sont morales, que notre égoïsme est légitime et que l'exploitation des autres n'est que l'ordre naturel des choses. Par conséquent, l'histoire se répète. Ceux qui arrivent au pouvoir sont convaincus que c'était leur destin, tandis que les dominés sont amenés à accepter leur destin. Schopenhauer voyait l'histoire de l'humanité comme un cycle cruel, où les forts triomphent, non pas par le mérite, mais en faisant ce que les faibles évitent. Pourtant, il ne prêchait pas la soumission ou n'encourageait pas la poursuite impitoyable du pouvoir. Au lieu de cela, il nous a avertis de voir le jeu tel qu'il est. Le monde ne suit pas des règles équitables, mais se déplace par la volonté, la force et la tromperie. Si vous ne comprenez pas cela, vous serez toujours manipulé par ceux qui le comprennent. Ne vous fiez pas uniquement aux mots de Schopenhauer. L'histoire parle d'elle-même. Jules César a promis la démocratie, mais il a défait la République pour régner. Napoléon prônait la liberté, mais se fit empereur en refusant de plier le genou. Aucun de ces hommes n'était le plus juste ou le plus sage. Ils étaient les plus stratégiques, les plus audacieux et les plus visionnaires. Ils ne voyaient pas le monde tel qu'il devrait être, mais tel qu'il était réellement. L'aspect le plus troublant de la réalité n'est pas que ces hommes aient été ignorés, mais plutôt célébrés, car le pouvoir n'appartient pas aux justes, mais à ceux qui le comprennent. Schopenhauer s'est rendu compte d'une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Les gens ne suivent pas les vertueux, ils suivent les forts. Mais l'histoire est encore plus sombre. Le problème ne réside pas seulement dans l'ascension de dirigeants impitoyables, mais dans le fait que la société les propulse au sommet. Réfléchir et s'interroger. Qui écrit l'histoire? Qui façonne les récits qui définissent notre vision du monde? Les vainqueurs, les dirigeants, ceux qui ont déchiffré les règles du jeu. César ne s'est pas contenté de prendre le pouvoir. Il a convaincu le peuple que c'était son salut. Napoléon n'a pas conquis la France par la force brute, mais avec charisme, propagande et peur, ce qui a amené le peuple à réclamer son règne. Le leader qui projette la décision, la force et l'autorité, même s'il est corrompu, aura toujours des adeptes. L'explication est simple. L'apparence d'Ade inspire la soumission. Ceux qui comprennent l'esprit humain et savent comment manipuler la peur, le désir et l'ambition peuvent, sans effort, soumettre des multitudes. La psychologie sociale le prouve. Les gens ont tendance à suivre ceux qui transmettent le pouvoir et la sécurité, même si leur morale est douteuse. Et c'est là que réside l'illusion la plus cruelle. Ceux qui souffrent sous le pouvoir sont souvent ceux qui le soutiennent le plus. L'histoire se répète. Les Français n'ont pas seulement accepté Napoléon, ils l'ont exalté comme un symbole de gloire et d'ordre. Les Romains ne se contentèrent pas de supporter César, ils l'ont salué comme un rédempteur. Même à l'ère moderne, les foules vénèrent les milliardaires, les politiciens véreux et les dirigeants impitoyables.
non pas en dépit de leur influence, mais précisément à cause d'elle. La psychologie sociale révèle que beaucoup associent le succès à la compétence, confondant domination et grandeur. Ce biais cognitif explique pourquoi ceux qui accumulent richesse et pouvoir sont admirés, quelles que soient les méthodes utilisées pour atteindre le sommet. Et c'est pourquoi le jeu est structurellement biaisé. Ce n'est pas que les gens moralement droits soient incapables de s'élever. C'est que le système lui-même ne favorise pas leur ascension. L'histoire montre que les structures de pouvoir récompensent ceux qui suivent un autre ensemble de règles. Des règles qui privilégient la manipulation stratégique plutôt que l'éthique. Schopenhauer a compris que le pouvoir n'est pas basé sur la moralité, mais sur la perception. Et dès que quelqu'un cesse de croire que la justice corrigera les inégalités du monde, il commence à voir la dynamique du pouvoir d'une manière plus réaliste. Alors, que devrions-nous faire de ces connaissances? Schopenhauer n'encourageait pas la recherche du pouvoir ou la concurrence dans le jeu social. Sa philosophie était centrée sur la vision de la réalité telle qu'elle est réellement. L'homme est sage quand il ne souffre pas pour ce qui échappe à son contrôle. Pour Schopenhauer, la seule véritable façon d'échapper à ce cycle cruel était de s'en détacher, d'abandonner les illusions, de cesser d'attendre justice du monde, de choisir la clarté plutôt que l'auto-illusion. Il n'a pas enseigné comment acquérir le pouvoir. Il a enseigné comment être libre, libre des illusions, des attentes, des fausses promesses qui soutiennent l'ordre social. Parce qu'en comprenant l'essence du jeu, vous devenez immunisé contre la manipulation. Et ceux qui ne peuvent pas être contrôlés sont les seuls qui sont vraiment libres. Dans la préface de son ouvrage classique, La généalogie des mœurs, Nietzsche écrivait « Et si la bonté dans l'homme était un vestige de décadence? Et si cela représentait un danger, une tentation, un poison, un stupéfiant, faisant s'installer le présent au détriment d'un avenir plus sûr, plus confortable, mais aussi plus craintif et limité? Et si la morale était la barrière qui empêche les hommes d'atteindre l'ensemble du monde, la grandeur et la puissance qu'ils pouvaient atteindre? Et si la moralité était, en fait, le plus grand des dangers? Peu de gens se demandent en quoi certaines valeurs sont considérées comme bonnes ou mauvaises. Au lieu de cela, sans réflexion et presque automatiquement, ils absorbent les jugements moraux de leur société. Au cours des 2 derniers millénaires, on a soutenu que la prédominance en Occident a été une moralité contre nature, un code qui, selon ces mots, s'oppose aux instincts vitaux. Mais comment cette morale, contre nature, un poison infiltré au cœur de l'humanité, a-t-elle réussi à dominer la civilisation occidentale? L'histoire révèle un schéma constant. Les individus astucieux et stratégiques se hissent au sommet, tandis que ceux qui adhèrent rigoureusement aux principes moraux ont tendance à être à la traîne. Pour comprendre pourquoi le mal prospère, il est essentiel de remonter à Nietzsche, l'un des philosophes les plus controversés et les plus incompris de l'histoire. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons la leçon confortable que le bien triomphe toujours du mal, que la justice triomphe, qu'en agissant avec honnêteté, gentillesse et droiture, le succès sera une conséquence naturelle. C'est une croyance charmante, mais ce n'est en fait rien de plus qu'un conte de fées. Nietzsche a démystifié cette illusion et l'a appelée la moralité des esclaves. Au fil des siècles, la dynamique du pouvoir a été façonnée par des idéologies qui limitent la force. Un exemple frappant est la montée du christianisme dans l'Empire romain. Alors que Rome étendait sa domination par la guerre et l'assimilation culturelle, le christianisme apportait un paradigme opposé. La valorisation de l'humilité, l'exaltation de la souffrance et la condamnation du pouvoir comme source de corruption. Au fil du temps, cette nouvelle moralité a non seulement influencé la chute de l'Empire, mais a également remodelé la pensée occidentale pendant des siècles. Nietzsche voyait ce processus comme une manœuvre des faibles
pour subjuguer les forts, une inversion des valeurs destinée à transformer la force en péché et la faiblesse en vertu. Comme il l'a dit, le plus faible fait le mouvement pour saper le plus fort avec sa moralité, en le ramenant à son niveau. Nietzsche a rejeté la position entre le bien et le mal, la remplaçant par la tension entre le pouvoir et la faiblesse. Dans la nature, les prédateurs ne se sentent pas coupables de leur force, ni n'ont besoin de la justifier. La sélection naturelle ne récompense pas la bonté, mais la capacité de s'imposer et de survivre. Dans la société humaine, la même chose se produit. Ceux qui comprennent et exercent le pouvoir prospèrent, pas ceux qui le nient. Nietzsche appelait surhomme l'individu qui transcende la morale dominante et crée ses propres valeurs, au lieu de se soumettre à celles qui lui sont imposées. D'autre part, ceux qui s'accrochent aveuglément à la morale traditionnelle, croyant que la justice et la vertu leur garantiront la sécurité, ont été appelés par Nietzsche les derniers hommes. Ils abandonnent l'ambition et le pouvoir en échange du confort et de la prévisibilité. Ils n'aspirent pas à la grandeur, ni ne défient les limites. Ils se résignent à la médiocrité et déguisent leur inertie en vertu. Nietzsche les a satirisés. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que le désir? Qu'est-ce qu'une étoile? Demande le dernier homme, et il cligne de l'œil. Il préfère la sécurité à la liberté. Il fuit la confrontation, croyant que la moralité les protégera. Mais le pouvoir n'appartient pas à ceux qui jouent à franc jeu, mais à ceux qui comprennent et maîtrisent ses règles. Dans le monde de l'entreprise, ce ne sont pas les plus gentils qui dirigent, mais ceux qui savent imposer leur présence. En politique, ce n'est pas le plus honnête qui gagne, mais celui qui contrôle la perception du public. Le dilemme s'aggrave lorsque les faibles non seulement acceptent leur servitude, mais la désirent. Non seulement ils tolèrent l'oppression, mais ils la légitiment, vénèrent ses bourreaux et choisissent la soumission pour éviter le chaos de la liberté. La plus grande tragédie n'est pas que les forts commandent, mais que les faibles abandonnent, de leur propre gré, leur autonomie. L'histoire se répète parce que les hommes ont tendance à suivre des dirigeants corrompus, à adhérer à l'idéologie sans réfléchir et à laisser les autres dicter les règles. Bien qu'ils prétendent agir par moralité, beaucoup échappent à la responsabilité de leur propre pouvoir. Nietzsche a fait valoir que la majorité se faisait des illusions sur la vertu. Ils ne la suivent pas par principe, mais parce qu'ils craignent le poids de la liberté. C'est pourquoi beaucoup de gens rejettent les idées de Nietzsche, parce que les accepter implique d'admettre qu'il n'y a pas de justice divine, qu'il n'y a pas de filet moral protecteur qui assure la récompense. Accepter cette réalité, c'est faire face à l'incertitude, sans certitudes absolues. Mais Nietzsche n'a pas écrit pour ceux qui cherchent du réconfort. Il a écrit pour ceux qui sont prêts à faire face à la vérité. Encore faut-il avoir le chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante. Si la morale est une invention et la justice un mythe, qu'est-ce qui empêche les impitoyables d'exercer une domination absolue? Si le monde appartient aux forts, quelle place reste-t-il aux faibles? C'est le grand dilemme qui paralyse beaucoup, la peur que le pouvoir ne corrompt. Cependant, Nietzsche ne voyait pas le pouvoir comme un problème en soi, mais comme une force neutre. Sa valeur dépend de la façon dont il est utilisé. Le surhomme ne cherche pas le pouvoir de détruire, mais de créer. Leur domination ne vient pas de la cruauté, mais de la compréhension que rejeter le pouvoir, c'est rejeter la vie. Il ne s'agit pas d'abandonner la moralité et d'agir avec une ambition impitoyable, mais plutôt de transcender la naïveté moraliste et de comprendre le véritable rôle du pouvoir. La force et la stratégie sont essentielles dans un monde qui n'est pas juste. Il ne suffit pas d'être gentil. Il est nécessaire de comprendre les structures de pouvoir, les dynamiques d'influence et de créer ses propres valeurs, au lieu d'accepter passivement les dogmes sociaux. Ces idées sembleront donc élitistes et désagréables à la plupart. Mais Nietzsche n'a jamais écrit pour les masses. Notre plus grande connaissance
doit sonner comme de la folie, et parfois comme un crime, lorsqu'elle est entendue par ceux qui n'y sont pas préparés. Nietzsche était profondément préoccupé par le fait de faire en sorte que le monde reste un terrain fertile pour la véritable excellence humaine. Par conséquent, il n'écrivit qu'à l'homme supérieur, l'exhortant à surmonter les tentations de la moralité grégaire et à suivre son propre chemin héroïque dans la vie. Cependant, Nietzsche n'était pas optimiste quant à l'avenir de l'humanité. La persistance de la moralité grégaire devrait être une source de préoccupation, car sous son masque innocent et ses appels à l'égalité, l'esclave ne souhaite pas améliorer le monde par ressentiment et injustice. Il cherche le pouvoir social et politique, non pas à construire mais à détruire, en compensation de son impuissance, de son confort et de ses échecs. Comme nous l'apprend Arthur Schopenhauer dans « L'amour, les femmes et la mort », l'homme, au fond, est un animal sauvage, une bête. Nous le connaissons seulement domestiqué, enfermé dans cet état que nous appelons la civilisation.